Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler d'énergie et des liens que les problématiques énergétiques entretiennent avec les questions de sécurité. C'est évidemment pas nouveau, mais ça a rarement été aussi évident qu'en ce moment, en tout cas de mon vivant. Dans la foulée des deux guerres lancées par Donald Trump face à deux des principaux producteurs de pétrole au monde, le Venezuela et l'Iran, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Geoffron. Bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour, merci de l'accueil. Alors vous êtes donc professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine où vous dirigez le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et vous me rappeliez avant cette émission que, certes, Dauphine est une université qui est plutôt orientée vers l'économie et le monde de l'entreprise, mais, alors c'est anecdotique, mais ça l'est peut-être pas totalement, elle n'est pas sans lien avec le monde militaire et stratégique, puisque vos locaux sont dans l'ancien siège de l'OTAN à Paris, puisque l'Alliance Atlantique y a eu son siège pendant une petite vingtaine d'années, jusqu'à ce que le général de Gaulle fasse sortir la France du commandement intégré en 1966. Évidemment, ça avait un peu moins de sens d'avoir des locaux à Paris si c'était pour que les Français ne viennent pas ou peu. Mais donc, vous avez raflé les beaux locaux, le beau siège de l'OTAN. Est-ce que ça se voit encore au quotidien ? Alors ça se voit de différentes manières. Formellement, là on est dans des grands travaux et on est en train de refaire l'intégralité du bâtiment. Mais il y a encore des endroits, dans quelques couloirs, dans lesquels on voit sur le linoléum la trace des mégots de cigarettes écrasés du talon par les officiers de l'OTAN. Donc c'est ce qui nous ramène à ça. La rumeur dit que nous aurions, secret défense, un endroit dans vous lequel avez forcément un bunker. Se protéger, je ne peux pas en dire plus, j'en ai déjà trop dit sans doute. Et puis plus sérieusement peut-être, il y a une forme de tradition qui s'est installée, notamment au centre que vous évoquez, que je dirige, le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et concours de circonstances, ce centre a été créé en 81 par André Géraud. André Géraud, il avait été ministre de l'Industrie, il a été ensuite ministre de la Défense. Et pendant 5 années, entre les deux, il s'est trouvé placardisé et donc il est venu à Dauphine créer ce centre. À un moment où on venait d'enchaîner une succession de 2 chocs pétroliers avec des guerres et des tensions qui étaient également des tensions énergétiques. Alors c'était avant votre vivant, mais c'était déjà du mien. Et voilà, et donc il a fallu regarder à ce moment-là ce qu'il était possible de faire, se diversifier, faire du nucléaire. Un type intéressant qu'André Géraud, parce qu'il a été aussi administrateur du CEA, etc. Enfin, c'est à la fois un parcours de très haut fonctionnaire énergétique et en même temps qui, par moment, a accédé à des responsabilités. Enfin, c'est très 30 glorieuses, quoi, comme parcours. C'est 30 glorieuses avec quand même cette parenthèse, alors enchantée pour lui, je ne sais pas, mais en tout cas assez intéressante, qui est de dire, voilà, pendant N années, on va se poser pour réfléchir. Et c'est quelqu'un, vous l'avez dit, qui avait notamment, évidemment, des réseaux industriels. Enfin, il était patron du corps des mines, donc ça crée, par ailleurs, un certain entre-gens, on va le dire comme ça. Et donc, qui s'est posé là. Et donc, on a des archives ouvertes, des réflexions, des choses tout à fait intéressantes, d'autres beaucoup moins qu'on a pu dire à l'époque, et de la manière de se projeter dans l'avenir et de commencer à faire les scénarios à un moment où, de toute façon, on ne pouvait pas projeter le fait que le futur allait ressembler au passé du fait des ruptures en matière pétrolière. Justement, c'est très intéressant parce que donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre, si ce n'est la révélation de l'importance du système énergétique mondial sur le plan militaire, c'est pas très nouveau, j'ai déjà dit, ça a toujours été complètement stratégique. L'accès aux réserves de charbon, de pétrole, de bois avant, ça a toujours été une question qui intéressait très directement les militaires, mais l'idée c'est au moins d'essayer de saisir les soubresauts du moment de ce point de vue-là. Parce que évidemment, on a l'impression de vivre une succession de crises et de guerres où l'énergie est plus qu'un facteur stratégique et devient un objectif par elle-même, soit dans le déclenchement des conflits depuis quelques mois, soit dans leur évolution et leur centre de gravité, comme ça a sans doute été le cas depuis la fermeture du détroit d'Ormuz et la montée des prix du pétrole, qui a très évidemment infléchi le comportement américain. Alors, pour essayer de saisir peut-être les choses sur cette configuration du système énergétique mondial et de voir comment il encaisse et il détermine ces chocs, alors on peut remonter au choc pétrolier de 73, si on veut, ça crée de manière très évidente un certain rapport de force qui a perduré jusqu'à aujourd'hui entre pays producteurs et consommateurs de pétrole. On pourrait aussi faire mention peut-être de la guerre d'Irak de 2003, qu'on présente souvent comme une guerre pour le pétrole, de manière très réductrice, je crois, mais ça symbolise un moment effectivement où les États-Unis étaient très dépendants du pétrole du Moyen-Orient et où ils y réfléchissaient beaucoup. C'était une vraie donnée dans l'équation géopolitique, que c'est peut-être moins aujourd'hui, à cause de ce qui pourrait donc être un point de départ pour cette discussion. C'est ce qu'on présente comme la révolution, la shale revolution, la révolution du gaz de schiste, qui, alors quand il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années, est
les bouleversements que ça a provoqué sur la carte énergétique globale. Donc peut-être, pour replacer les choses, quand ça commence et qu'est-ce que ça fait ? Alors, il faut d'abord essayer de comprendre dans quel contexte ça commence. Donc, vous avez dit l'essentiel, ça commence il y a une vingtaine d'années. On est à la fin des années 2000, au moment où on voit surgir quasi du jour au lendemain du pétrole et du gaz additionnel aux États-Unis, alors que les États-Unis s'apprêtaient, par exemple, pour ce qui est du gaz, à en importer massivement de Russie. C'était le scénario central du gaz naturel liquéfié. Donc, ils avaient bâti des infras qui étaient destinés à importer ce gaz et à sous forme liquide et à le retransformer chez eux. Il se trouve que ça n'est pas le chemin qu'a pris l'histoire du fait de la révolution de la fracturation hydraulique, donc qui consiste à mettre des tubes sur quelques milliers de mètres, 2-3 milliers de mètres, à injecter de l'eau sous pression, avec des machins à l'intérieur. Les machins sont secrets, donc j'en dirai pas plus, mais donc il y a quelques produits qui permettent schématiquement de fracturer la roche et de faire remonter les molécules qui sont emprisonnées dans la roche et qui ne sont pas, à la différence du gaz et du pétrole conventionnel, dans des beaux réservoirs géologiques plus proches de la surface. Donc c'est plus compliqué, c'est plus coûteux, mais le fait que c'est plus coûteux à ce moment-là, à la fin des années 2000, c'est pas un problème parce que le prix du baril, et si on imaginait, je vais le faire avec le doigt, voilà. Le prix du baril, il y a la vidéo. Donc. Voilà, il y a la vidéo, donc suivez-moi. Eh bien, le prix du baril monte significativement du jour au lendemain en 74 et puis continue à monter en 79 et patatras, au milieu des années 80, il y a ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier. Et à partir de là, il y a une espèce de grand aplat qui va durer jusqu'à à peu près l'an 2000. En 99, on a un prix du baril qui est à $9. Et à $9, même si on sait déjà, on maîtrise déjà une bonne partie de la fracturation hydraulique, qui est une technologie déjà très mature, à $9, c'est pas rentable. Mais le prix se met à monter, notamment parce qu'il y a un éléphant qui entre sur le marché, ou plutôt un troupeau d'éléphants, le premier d'entre eux étant la Chine. La Chine qui entre à ce moment-là dans l'Organisation mondiale du commerce en 2000, et donc dont la croissance devient exponentielle, et ça explique en bonne part la montée du prix du baril. Et le prix du baril, souvenons-nous, qui monte à $148 en 2008. Et à ce moment-là, eh bien, la fracturation hydraulique devient une très bonne affaire potentiellement. On considère que le point mort, là on ne sait pas très bien parce que ça peut varier d'un champ à l'autre et aux alentours de 50-60 peut-être dollars le baril. Pour le gaz, c'est un peu différent et souvent il y a du gaz et du pétrole qui sont associés ensemble, donc avec un modèle économique dans lequel on produit les deux. Mais tout cas, dans ce monde sous pression, ça devient une bonne affaire. Ce qui a renouvelé, aux États-Unis, ça a rechangé les États-Unis, dont on peut rappeler qu'ils étaient quand même pendant très longtemps le premier producteur de pétrole au monde, de très loin. On a fait une émission avec Daniel Feldman sur le pétrole dans la Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'Arabie Saoudite de l'époque, c'est vraiment les États-Unis. Et là, ça recrée un nouveau système qui est d'ailleurs, je pense, assez bien dépeint dans cette série qui est Landman, que j'imagine que vous avez vu, qui est une série incroyable. Il y a notamment un dialogue de Billy Bob Thornton devant une éolienne qui est un moment, je pense, important pour décrire la dépendance du système mondial au pétrole et la place du renouvelable. Enfin bon, bref, c'est une série fascinante, mais c'est le retour des cow-boys, quoi. C'est des gens, une population qui s'était un peu éteinte et qui d'un coup les États-Unis redeviennent une terre de cow-boys et d'extracteurs et d'industries extractivistes. Et donc voilà, c'est un renouvellement, mais qui est aussi un bassin d'emploi, et ça a aussi des conséquences politiques sur les États-Unis qui ne sont pas totalement fortuites dans ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, comme on en reparlera peut-être, quoi. Oui, alors cette série, juste pour dire un mot, elle traduit sans doute une réalité au moins aussi intéressante que Yellowstone, si on fait référence à une autre. Voilà, je referme cette parenthèse. Et pour revenir à votre question, oui, tout à fait, on a un rebond. Les deux étant, je dis, en passant des séries de Taylor Sheridan, qui est quelqu'un qui est incroyablement dominant dans la production audiovisuelle aux États-Unis, qui est quelqu'un qui joue sur une image intéressante des États-Unis. Mais c'est vrai que c'est deux obsessions de la psyché américaine sur le temps très long, c'est-à-dire la nature, le lien très direct à la nature, donc Yellowstone, les parcs, etc. Et en même temps l'industrie extractiviste, la capacité à extraire les richesses de ce continent, ce que les Américains n'ont jamais cessé de faire. Et Taylor Sheridan est, je pense, un point nodal assez intéressant de la relation des Américains à leur territoire, et, en tout cas au début du XXIe siècle, quoi. Alors, OK à 95%, les 5% de nuance, c'est qu'en fait, le gaz et le pétrole de schiste, on n'est pas dans du temps long.
on est dans du temps court. Grosso modo, on fait les trous partout, ça se rentabilise très vite. Et ensuite, il faut aller forer ailleurs. Est-ce qu'il y a des problèmes, c'était notamment dans les premières années ou les premières décennies, je crois qu'il y a eu un film avec Matt Damon dont j'ai oublié. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment très problématique d'un point de vue environnemental. Alors, ou est-ce que c'est un truc qu'on a mitigé depuis ? Ça l'a été parce qu'au départ, ça s'est fait comme autant vraiment de la ruée vers l'or, enfin vers l'or noir en l'occurrence, avec beaucoup de PME qui n'avaient pas forcément les meilleures pratiques. Mais si on poursuit un peu cette histoire, donc il y a une croissance qui s'opère et qui s'opère dans un contexte de prix dans lequel c'est continuellement rentable jusqu'au milieu des années 2010. Et à ce moment-là, les Saoudiens notamment se disent pourquoi est-ce que nous, l'OPEP, on doit continuer à contenir nos volumes de production de telle manière à maintenir les prix élevés, ce qui permet aux Américains d'augmenter leur production parce que ça montait très continuellement durant cette période. Et à ce moment-là, patatras, le prix passe d'à peu près 100 à 40. Et ça va être le cas pendant quelques années, jusqu'en 2016. Et à ce moment-là, l'OPEP se transforme en OPEP+. Le petit plus en question, là, il a l'air de rien, mais ce sont les Russes et les Saoudiens qui s'allient et qui, avec leur proxy, on peut le dire comme ça, en tout cas leurs alliés de manière plus juste, vont constituer un assemblage d'à peu près 25 pays producteurs historiques et pour la plupart d'entre eux très fortement exportateurs. Le prix remonte, il passe de 40 à 80. Ça redonne donc, de l'air. Donc juste pour être clair, eux, ils jouent sur le volume, c'est-à-dire l'idée, c'est on restreint le volume pour faire monter, faire monter ou faire descendre le prix selon le moment. En tout cas, pour réguler le prix, et il se trouve finalement face à un nouveau challenger qui, lui, n'est pas du tout partie prenante à ces mécanismes qui s'appellent les États-Unis et qui, de toute façon, n'a pas les moyens, y compris aujourd'hui d'ailleurs, de définir ni à la hausse ni à la baisse les volumes, et donc qui, lui, déstabilise le cartel. Et en fait concourt à transformer ce qu'on appelait usuellement le marché pétrolier en marché. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence qui s'exerce et qui n'est plus régulée, en tout cas telle que ça avait pu l'être à un moment, par l'OPEP. Et donc l'OPEP+, permet de regagner du bargaining power, une capacité de régulation. C'est-à-dire, pour schématiser, donc, à partir de 73 et de l'OPEP, donc, ils contrôlent totalement les prix et ils le maîtrisent par le volume. Les États-Unis entrent dans la danse, ils jouent pas le jeu, donc ça fait baisser les prix. Et ensuite, OPEP+ leur permet de regagner une sorte de marge de manœuvre par cette coordination. Voilà, et une marge de manœuvre réelle, puisque le prix remonte entre 2016 et 2018, il remonte de 40 à 80. D'ailleurs, souvenons-nous que c'est à ce moment-là qu'arrive la crise des gilets jaunes chez nous. C'est pas totalement accessoire, hein, ça pesait finalement sur les deux quinquennats derrière nous. Il y a un fait générateur qui est, me semble-t-il, aura pesé dans l'histoire de la République. Et c'est le résultat de ce rebond sur les prix. Mais les États-Unis, ils ont un intérêt à avoir les prix relativement hauts pour la rentabilité de leur gaz de schiste, ou plutôt pas trop haut pour leurs consommateurs. C'est comment ils jouent, eux, dans cette équation-là. Alors, quand Trump arrive... en 2016. Donc. Alors, lorsqu'il arrive en 2016, il promet monts et merveilles. On a une sorte de préfiguration du drill, baby drill. À ce moment-là, moi, je commets un petit article dans le Monde et je dis le roi du pétrole est nu. Le roi du pétrole est nu au sens où il ne peut augmenter la production que si les Saoudiens et les Russes s'entendent pour eux réduire leur production. De fait, il n'a pas la main. C'est ce qu'a prouvé la suite. Les prix ont augmenté, donc les Américains ont pu continuer à faire augmenter leur production. Mais c'est une situation qui est, dépendante de ce qu'est le prix au niveau international. Pour revenir à la question que j'ai laissée un peu en cours là, sur les effets environnementaux, ces effets environnementaux, ils sont un peu mieux régulés aujourd'hui, sensiblement mieux régulés aujourd'hui, parce que l'effondrement au milieu des années 2010 a concouru à concentrer cette industrie, à la rationaliser. Donc il y a plus de présence de gros acteurs. Il y a moins de PME plutôt fragiles au plan de la maîtrise des techniques. Il n'en reste pas moins que ce sont des technologies, disons, assez invasives, qui concourent à injecter de l'eau massivement, dans lesquelles on est quand même aux États-Unis par ailleurs, où il y a des infras qui ne sont pas les
les mieux entretenus du monde, donc il y a des fuites de méthane, et donc arrive vers nous en particulier un gaz de schiste dont le bilan environnemental est pas terrible. Alors là, on a le point de vue en quelque sorte des producteurs, avec ce jeu compliqué des États-Unis qui essaient d'influer sur les prix mais qui ne réussissent pas totalement, etc. Si on part du point de vue des consommateurs, c'est-à-dire de l'évolution globale, donc vous l'avez dit, dans la décennie 2000, il y a la Chine qui arrive, il y a aussi l'Inde, etc. Ce sont des économies très fortement carbonées. Peut-être commençons par l'Inde, parce que c'est peut-être le plus simple. C'est un marché géant, etc. Comment dire, où est-ce qu'on en est dans ce mix énergétique, dans ses besoins et dans ses approvisionnements? Parce que la Chine et l'Union européenne, c'est un peu plus sophistiqué. Oui, alors la Chine l'Inde est un cas extrêmement intéressant parce que finalement, ça nous rappelle que le charbon, c'est la filière énergétique de l'émergence. Lorsqu'on analyse aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, c'est pas un aujourd'hui, c'est au moment où nous enregistrons la pollution à New Delhi, et si on doit la pollution de l'air, et si on doit la comparer à celle de l'ère victorienne au moment où les Britanniques émergent, il y a beaucoup de points communs. Et c'est lié au charbon, et le charbon, il a deux caractéristiques. Il est plutôt pas cher, il est plutôt bien dispersé sur la planète et donc assez largement disponible dans les pays émergents. Et c'est la raison pour laquelle, très régulièrement à chaque COP, les Indiens, qui ont une responsabilité historique très limitée dans les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier, viennent expliquer que pour eux, il n'est pas question de se lier les mains et de dire on va sortir du charbon. Donc chez eux, on a une forme de contraste entre d'un côté ce charbon qui reste dominant, une volonté de développer le gaz, mais qui va en prendre un coup dans le contexte actuel. Les fragilités dans toute l'Asie et notamment en Inde sont rappelées par ce qui est en train de se parler de se passer au sein du Golfe arabo-persique. Et puis, mais dans le même temps, il y a un développement très rapide du photovoltaïque et assez massivement. Et ce contraste entre un géant gris ou noir et un géant de plus en plus vert, on va le retrouver plus encore en Chine. La Chine finalement restant un pays très charbonnier, ça il n'y a pas de doute, mais ayant peut-être commencé à inverser la courbe de ses émissions de gaz à effet de serre en 2024, sous réserve que ce ne soit pas un accident lié à une période plus favorable, etc. Et en fait, ça arrive probablement 10 ans plus tôt que ce qui était envisagé au moment des accords de Paris. On imaginait que cette courbe allait s'inverser en 2035, ça arrive 10 ans plus tôt. Justement, alors donc c'est très intéressant, passons à la Chine, parce que la Chine, c'est un peu le lieu commun du moment, notamment le lieu commun trumpien, que c'est un pays qui est complètement captif des énergies fossiles, qui est très très dépendant des importations de pétrole du Moyen-Orient, et c'est le pari trumpien de dire ils vont venir nous aider parce qu'ils en ont besoin. En fait, quand on regarde, ce que j'ai fait un peu pour préparer cette émission, pas si évident que ça. Alors évidemment, ils importent énormément de pétrole, mais parce que c'est un pays gigantesque, mais ils ne sont pas autosuffisants, mais peu de monde l'est. Mais à 85%, ils le sont quand même, parce qu'ils ont un mix énergétique et ils ont par ailleurs une diversification des approvisionnements et une électrification, une décarbonation qui fait que ils sont, en fait, si on regarde un peu de près, beaucoup plus résilients que l'idée un peu paresseuse qu'on avait il y a encore quelques mois ou quelques années, quoi. Oui. Disons qu'il y a deux questions, disons la résilience à court terme et puis le pari et la vision à long terme. Sur le court terme, ce qui se passe à l'heure actuelle en Chine est un peu plus préoccupant que ce qui se passe aux États-Unis, mais à peine. Et puis dans ce contexte très incertain, la Chine a un atout formidable, c'est pas une démocratie, et Xi Jinping n'est pas sous la menace des midterms. Alors qu'aux États-Unis, Trump, qui se part par ailleurs, on en parlera sans doute, de domination énergétique, est fragilisé au moment où nous parlons parce que le prix du gallon est passé au-delà de $4. Le gallon, c'est quand même 3 litres 7. Mais enfin, j'étais aux États-Unis en janvier, il était à moins de $3, donc ça a quand même pris un 30% dans la vue, et évidemment à l'abord des midterms, c'est assez préoccupant. Alors que
Du côté chinois, on peut regarder ce type de préoccupation avec un peu plus de recul. Et puis plus fondamentalement, le pari qui est fait par la Chine, c'est un pari cette fois de domination via les technologies décarbonées et notamment la mobilité décarbonée. Aujourd'hui, à nouveau, avec les données les plus récentes, 40% des véhicules qui sont vendus en Chine sont des véhicules électriques. Et donc on a une forme d'opposition qui est en train de se dessiner entre des Petro-States et les États-Unis en tête, et puis par ailleurs des Electro-States, et la Chine ayant un leadership dans ce domaine. Et nous-mêmes, assez avancés, un peu impécunieux en ce moment, donc ça va être un peu difficile d'accélérer au-delà de ce que nous a annoncé il y a quelques jours notre Premier ministre. Mais en tout cas, voilà, c'est le pari, un pari de la transition en accélérant l'électrification ou de se réancrer comme Trump dans les filières du XXe siècle. Juste pour rester encore une seconde sur la Chine avant de passer à l'Union européenne, effectivement, pour autant, c'est-à-dire ils ont une sorte de grande prévisibilité, ils gèrent ce truc-là, c'est le plan, hein. c'est la planification, mais ils ont des réserves stratégiques énormes dont ils ont fait beaucoup le plein depuis des mois et des mois et des mois bien avant la guerre contre l'Iran. Ils ont aussi, par ailleurs, je lisais, ils essayent d'avoir des approvisionnements extrêmement diversifiés. Je crois que leur limite psychologique, c'est 15%. Ils ne veulent pas dépendre à plus de 15% d'un pays pour leur pétrole, à part la Russie, où c'est à 17-18. Donc, il y a une vraie stratégie de résilience, quoi qu'il en soit. Et certes, si les approvisionnements baissent, Hormuz, c'est embêtant, mais ils ont prévu le coup un peu, quand même, en amont, ce qui n'est pas forcément le cas des Américains, paradoxalement. Oui, pour les Américains, la croyance était, pour ce qu'on peut en comprendre encore une fois, je ne sais pas si les Américains, c'est Trump en fait, la possibilité sinon d'une blitzkrieg, mais de reproduire un peu l'affaire de la guerre des 12 jours, alors que du côté chinois, il y a à l'évidence une vision qui est moins erratique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis par ailleurs, il y a un autre acteur qui compte dans toute cette affaire, c'est la Russie, parce que dès lors que la Russie s'est coupé et pour pas mal de temps sans doute de son débouché naturel avec des tas d'infras et des bons payeurs, c'est-à-dire nous-mêmes les Européens, le nouveau débouché naturel devient la Chine, secondairement l'Inde et la Chine en tout cas de toute évidence. Avec des rapports beaucoup plus compliqués parce que avec la Chine, c'est compliqué parce que les Chinois ne se laissent pas faire, ils ont pas du tout, ils sont le senior partner dans cette alliance et ils ont bien envie de le faire. Mais c'est intéressant, je lisais des choses sur l'Inde aussi. Il y avait un bras de fer traditionnel entre l'Inde et la Russie depuis 2022 sur les Indiens qui disent faites-nous des remises parce que vous pouvez les vendre à personne, votre pétrole. Et là, c'est un bras de fer qui commence à un peu se rééquilibrer, mais fondamentalement, c'est quand même des pays... la Russie était en position relativement défavorable par rapport à ces deux grands géants émergents, parce qu'ils étaient en position de force dans ces négociations, quoi. Poutine nous a dit à nous, Européens, très tôt, droit dans les yeux. Quand je dis très tôt, c'est pas en 2022, c'est bien avant, chaque fois que des tensions sont apparues. De toute façon, si vous voulez pas de mon bon gaz, je trouverai à le vendre ailleurs. La réalité, c'est qu'il trouve à le vendre ailleurs, dans des volumes qui, en tout cas, jusqu'à une période assez récente, ont été moindres et à un prix bien moindre. Alors évidemment, lorsque le prix mondial augmente, et notamment pour le pétrole, eh bien, il y a une aubaine pour le soutien de l'effort de guerre en Russie. Mais en tout cas, d'aller négocier avec les Chinois, avec les Indiens, c'est évidemment pas plus confortable en termes commerciaux que de le faire par ailleurs avec des Européens un peu dispersés tels que nous l'étions avant les différents embargos qui se sont mis en œuvre. Donc de toute évidence, en tout cas s'il y avait un pari économique derrière ce qui a été entrepris par la Russie, il est assez douteux. Mais qu'en revanche, si on doit rechercher un profiteur ou un bénéficiaire de la guerre actuelle, à l'évidence c'est la Russie. Alors venons-en maintenant donc à l'Union européenne, ce qui nous concerne directement, et sur... ça va nous faire reprendre une logique chronologique aussi, mais c'est le choc de 2022. Un choc un choc psychologique, mais un choc qui, en termes d'approvisionnement, est assez incrémental parce qu'on n'a pas pu substituer tout de suite. En plus, c'était dans une période qui n'était pas extrêmement favorable pour la production d'énergie en Europe, notamment le nucléaire français, etc. Puisque le grid étant connecté, on peut compenser les uns pour les autres. Mais si le nucléaire français est bas, c'est pas un bon moment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de... Parce qu'on baigne dans ce discours toute la journée, mais qui relève de l'évidence à ce stade, qu'il faut décarboner, qu'il faut électrifier et qu'il faut baisser la consommation aussi, parce que c'est le seul chemin pour... etc. Mais si on regarde un peu froidement, d'abord,
est-ce qu'on continue d'acheter des produits, disons, pétro-gaziers aux Russes? Sinon, quand est-ce qu'on a arrêté vraiment? Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur cette autonomisation énergétique? Alors, ce qu'on peut peut-être commencer à faire, font les militaires, le Rex ou Retex de ce qui s'est passé en 2022. En 2022, si on essaie de manipuler, de mettre en avant 2-3 chiffres, il faut déjà... Le Retex qui se dit en anglais « lessons learned », donc les leçons apprises, ce qui, en l'occurrence, serait une chose positive. Ce serait extrêmement optimiste d'avoir appris des leçons de tout ça. Espérons que c'est le cas. De les avoir apprises et de les retenir. Et donc, moi j'aime bien rappeler une évaluation qui a été faite par un think tank qui est à Bruxelles, qui s'appelle Bruegel, et qui nous a dit que les différentes mesures de politique publique ont été mises en œuvre fiscalement avec des amortisseurs, donc c'était pour faire en sorte que lorsque le prix du gaz a été multiplié par 10 ou le prix de l'électricité a été multiplié par 10, qu'on ne paye pas 10 fois plus cher à la maison ou dans les entreprises. Donc voilà, dans les 27, des tas de mesures ont été mises en œuvre. En France d'ailleurs, on en a tiré des bénéfices. On a assez peu senti la crise, en tout cas à la maison. Les prix du gaz, les prix de l'élec ont été gelés. On a eu des ristournes à la pompe qu'on ne peut plus financer aujourd'hui, mais qui étaient très généreuses, de 30 centimes. Tout ça globalement pour l'Europe, en intégrant les Britanniques pour les besoins du calcul, eh bien, ça a coûté 670 milliards d'euros. 670 milliards d'euros. Un point d'attention, j'ai cru comprendre que du côté de Bruxelles, on considère que les investissements qu'il va falloir faire dans la défense devraient être, je parle sous votre contrôle, de 800 milliards. C'est les chiffres que j'ai vus. Donc c'est un effort qui est un effort très considérable. Et à l'évidence, c'est pas un truc qu'on peut se permettre de refaire. Voilà. Donc première observation. Alors ensuite, pour ce qui est de la chronologie des décisions qui ont été prises, donc très très tôt, alors déjà on a fait le constat d'une chose qu'on n'avait pas à l'esprit, qui était à quel point l'Europe dans sa globalité était dépendant de la Russie. On le savait pour le gaz, à peu près 40% des imports, et puis chez certains de nos voisins, sensiblement plus, chez les Allemands et les Italiens en particulier, mais également le premier fournisseur de charbon et le premier fournisseur de pétrole et de produits transformés. Si on avait fait à cette époque un micro-trottoir dans la rue juste en bas, eh bien la plupart des gens auraient répondu comme premier fournisseur l'Arabie Saoudite ou le Moyen-Orient. Non, ce n'était pas le cas. C'était vraiment de très très loin la Russie. Et donc dans ce contexte, les Européens très vite ont mis sur pied un plan Repower EU, 15 jours ou 3 semaines après le début du conflit, pour se donner comme objectif à la fin 2026 de se passer totalement du gaz russe. Et très vite, on est passé de 40% à 15%. Ça, on peut dire, ça fait partie des trucs que l'UE fait bien. Enfin, c'est-à-dire, il y a plein de problématiques de compétences, etc. Mais gérer les infrastructures, l'économie globalement, etc., ça fait partie vraiment du cœur de savoir-faire de l'Union européenne, quoi. En tout cas, on l'a plutôt bien fait, il me semble. On l'a fait également courageusement. On l'a fait en se donnant quelques exceptions, dans l'est de l'Europe, à des endroits enclavés, notamment un pays qui était encore illibéral il y a quelques jours. Donc la Hongrie. Youpi. Et donc, mais surtout très vite et dès le mois d'août 2022. Mais donc ce qui veut dire qu'on voulait baisser, mais on continuait de leur acheter quand même. Alors d'abord par les gazoducs. Alors beaucoup moins. Mais il y avait quand même des transactions entre un État qui devenait plus ou moins paria à grande vitesse et des pays qui concrètement ne pouvaient pas se passer de son gaz. Oui, alors je vais y revenir pour le gaz, mais mettons de côté, ça va être facile, le charbon et le pétrole. Dès le mois d'août, il y a un embargo sur le charbon. Dès le mois de décembre, je crois, ou de novembre, il y a un embargo sur le pétrole. 2022. Et dès le mois de février 2023, il y a un embargo sur le diesel. Alors c'est intéressant de faire la distinction entre le brut et le diesel. Pourquoi on a mis 3 mois de plus ? Parce qu'on dépendait beaucoup des capacités de raffinage russes pour nos importations de diesel, ce qui a été un problème dans des tas d'endroits en Europe et notamment chez nous, singulièrement en France. Ça explique d'ailleurs pourquoi, à l'heure actuelle, dès que le conflit dans le détroit d'Ormuz en Iran s'est déclenché, très vite le prix du diesel a monté. C'est parce qu'on dépend aujourd'hui
plus que ça n'était le cas par le passé, du Moyen-Orient pour importer en Europe du diesel et puis par ailleurs du kérosène. Le diesel, parce que rappelons que c'est essentiellement les camions, enfin notamment les camions roulent au diesel, etc. Donc autant il peut y avoir un mix différent pour les voitures individuelles, autant pour tout ce qui est la logistique et les infras, c'est beaucoup dépendant du diesel. Mais juste pour rester là-dessus une microseconde, si on considère ça comme un affrontement, c'est-à-dire plus ou moins un jeu à somme nulle, la question c'est pourquoi est-ce que la Russie a en quelque sorte, donc ça allait vite, mais ça a pris quand même des mois, pas loin d'une année, pourquoi est-ce que la Russie n'a pas coupé elle-même, puisque c'était un levier de pression? Pourquoi est-ce qu'elle nous a laissé faire ça, disons, dans le rythme où ça nous convenait, où c'était à peu près gérable pour nous? En coupant tout, on peut imaginer qu'elle aurait pu mettre ce qui était désormais ses adversaires dans une position plus difficile, quoi. Oui. Alors, bonne question. Moi, ce que je peux en savoir, c'est que dans ce domaine, je pense que du côté russe, on a d'une part essayé de jouer d'une sorte d'ambiguïté et peut-être de ne pas insulter l'avenir. À différents moments, y compris au XXe siècle, il y a eu des tensions et à chaque fois, on voyait venir les lobbyistes de Gazprom. Voilà, ils nous invitaient à déjeuner à Dauphine, par exemple, pour nous expliquer à quel point les problèmes de livraison du gaz provenant de Russie étaient liés aux méchants Ukrainiens. C'était pas totalement faux, de fait, à l'époque. Et non pas aux Russes qui, à tout moment, y compris pendant la guerre froide, avaient continué à livrer du gaz. Et donc, pour la Russie, cet atout qui était celui d'être le voisin avec lequel on pouvait faire du doux commerce, y compris dans les moments durs, c'est un actif ou une fiction dont ils n'ont pas voulu se priver trop vite. Alors assez rapidement, évidemment, ça volait en éclats parce qu'il n'y a pas eu d'embargo décidé sur le gaz, simplement une volonté de réduction le plus rapidement possible. Et ça s'est fait de ci, de là, selon des circonstances différentes. Il y a eu une rupture assez rapidement, par exemple, avec la France, notamment parce que je crois me souvenir qu'Engie refusait de payer en roubles des contrats qui n'étaient pas destinés à être réglés de cette manière. Et il s'est passé des tas de choses, y compris dans la mer Baltique, qui n'ont pas été totalement élucidées à ce stade. Peut-être que les Ukrainiens y ont mis du leur pour entraver... Donc les nouveaux gazoducs Nord Stream. Voilà. 2. Tout à fait. Donc tout ça a conduit à une réduction vraiment très rapide dans le domaine du gaz, mais pas totale, y compris au moment où nous parlons. D'après ce qu'on peut en savoir, il y a à peu près, disons, 10 à 15% du gaz qui est importé en Europe qui provient de Russie, pour l'essentiel sous la forme de gaz naturel liquéfié. Ce qui, soit dit en passant, est un truc qui est un peu qui la fout un peu mal pour les Français, parce que ce gaz-là, les terminaux méthaniers sont en France, notamment. Donc, si on regarde les volumes, en fait, c'est la France. Ces volumes-là de gaz-là arrivent en France. En fait, c'est pas particulièrement pour la France, c'est plutôt pas pour la France, parce que c'est nous qui avons les terminaux méthaniers. Mais le fait est que c'est du GNL qui arrive par le tanker en France pour ensuite être dispatché en Europe. Oui, ce qui est évidemment une question qui n'est pas forcément essentielle du point de vue économique, parce qu'il y a une telle attrition du commerce entre des Russes vers l'Europe que ce qui reste du gaz, évidemment, est problématique en termes éthiques. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais on comprend l'idée, il me semble. C'est pas le plus gros sujet en termes économiques. Mais alors, et puisqu'on est là-dessus, est-ce qu'on peut rester encore une seconde sur la flotte fantôme, donc, dont on a beaucoup parlé, qu'on a commencé à raisonner. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a sur cette flotte fantôme et pourquoi est-ce que ça a l'air particulièrement important pour les Russes? Pourquoi est-ce que ça a l'air particulièrement sensible alors qu'ils continuent, ils en vendent à la Chine, ils en vendent à l'Inde, ils continuent de nous vendre du GNL. Pourquoi est-ce que ce truc-là, ça a l'air particulièrement critique pour eux? Alors, parce que dans le cas des embargos que j'ai évoqués, une décision a été prise au-delà de l'Europe avec également les Américains au sein du G7 en fait, l'objectif c'était pas de faire sortir les Russes du marché, mais de les obliger à vendre leur pétrole sensiblement en dessous des prix du marché. Et donc, et notamment en interdisant
Leur pétrole, donc pas nous, puisque l'Europe a mis un embargo sur le pétrole, mais pour le reste du monde, forcer les prix à la baisse. Voilà. Donc différents pays ont interdit, et notamment les Européens, l'entrée, si on doit résumer à gros traits, des produits pétroliers russes. Et l'idée, c'était d'essayer d'exercer une pression par ailleurs en limitant le prix de vente. Et puis en ayant comme moyen de rétorsion l'interdiction d'assurer des cargaisons, et cette assurance se joue assez largement au sein des pays de l'OCDE et notamment à Londres, concrètement. Comme on le voit aujourd'hui encore, voilà, la Lloyd's de Londres. Comme on le voit encore aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que s'est développée une flotte dite fantôme, assez difficile à évaluer, c'est la caractéristique des fantômes, y compris en matière militaire, si j'ai bien compris, et donc assez difficile et à détecter, à dénombrer globalement, mais qui a permis de faire passer sous le radar une partie du volume exporté par la Russie et de l'acheminer à différents endroits, alors pas vers l'Europe, de fait, même s'il y a eu quelques soupçons à un moment, mais dans ma compréhension ce sont plutôt des erreurs, mais d'aller vers les pays dont on a déjà parlé, notamment l'Inde par ailleurs. Et ce pétrole-là, il le vendait plus cher que les prix sur lesquels on essayait de faire pression, puisqu'en même temps, vu que c'est pas officiel, on imagine qu'ils pouvaient pas les vendre au prix fort non plus. Oui, alors là, on entre dans des zones qui sont troubles, en tout cas dans l'évaluation économique qu'on peut en faire, mais en tout cas, l'idée, c'était de parvenir à tirer un bénéfice un peu plus important du côté russe, et donc dans une logique dans laquelle, on reste quand même dans le premier, ou en tout cas un des premiers pétrostates du monde pour ce qui est du volume d'exportation et de l'importance dans leur modèle économique. Donc tout ça a été évidemment essentiel dans une économie de guerre. Néanmoins, c'est intéressant de souligner à quel point on est dans une forme d'ambiguïté de difficulté plutôt qu'on a retrouvé également à Hormuz. On a vu que du côté américain, assez rapidement à Hormuz, qui est apparu par exemple relativement aux exportations de l'Iran, c'était plutôt de laisser passer, jusqu'à il y a quelques jours évidemment, de laisser passer les navires iraniens. Je précisais qu'on enregistre ça le 17 avril, à toute fin utile, si jamais il se passe une catastrophe dans le week-end. Je confirme. Et donc, tout ça pour dire que on a une bande qui est très étroite, qui consiste d'un côté à essayer de contraindre, mais à essayer de contraindre en évitant des impacts trop massifs sur le marché mondial du pétrole, avec un effet en retour à ce moment-là avec les économies qui sont à l'origine des sanctions. Ce qu'on a vu dans le cas russe dont nous parlons à l'instant. Et donc cette idée d'avoir une pression sur les tankers russes, c'était une manière d'essayer de continuer à laisser circuler du pétrole russe significativement, mais de les obliger à vendre sensiblement sous le prix du marché. Avec par ailleurs pour tout ça le pouvoir contraignant des États-Unis et du dollar, qui est évidemment quelque chose de très puissant, ce qui fait que donc quand les États-Unis décident de ne plus s'en servir, ça devient, on lâche d'un coup beaucoup des moyens de pression. Pour revenir à l'Union européenne, donc c'est aussi, en tout cas on a voulu penser que c'était l'occasion de changer nos infrastructures énergétiques, changer notre mix énergétique, en sachant que c'était un mouvement globalement déjà en marche, mais et c'est là le paradoxe et le problème, c'est que le gaz naturel a toujours été bien fonctionné comme un bridge, comme quelque chose pour accélérer, pour permettre en tout cas la transition d'énergie très carbonée vers des énergies renouvelables plus propres, et que ce gaz, il venait de Russie, donc c'est évidemment problématique. Donc la question, c'est comment est-ce que le choc de 2022 a accéléré ou a maintenu, en même temps c'est pas forcément possible d'accélérer vertigineusement, cette mutation des infrastructures énergétiques européennes vers cette décarbonation qui est plein de choses, mais aussi facteur de résilience. Il faut imaginer une campagne vaccinale dans laquelle il y a 2 doses de vaccin. Ça n'a pas bonne presse aux États-Unis en ce moment. C'est celle de 2022 et la deuxième, malheureusement, c'est celle de 2026. Et finalement, le bilan qu'on peut en tirer, nous, Européens. Bon, ce qu'on a compris finalement en 2022, c'est que, et notamment du côté allemand, c'est que l'histoire dans laquelle on était, qui était d'une transition avec une fourniture de gaz fiable et pas cher, comme bridge, comme vous l'avez évoqué, ça ne pouvait pas marcher.
En tout cas, ça ne pouvait pas marcher en ayant à la fois la garantie et les prix bas. Et on s'est aperçu à ce moment-là de choses qu'on était un certain nombre à raconter depuis pas mal de temps, qui étaient, disons, la valeur assurantielle de la décarbonation. La décarbonation, le storytelling, le narratif, et notamment au moment de l'accord de Paris, c'est de dire, voilà, toutes les nations du monde doivent prendre leur part dans le fait de sauver le monde. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une crise, ça devient un peu compliqué de se dire, acceptons de faire des efforts pour sauver le monde. Et en fait, ce qu'on a découvert, ou ce qu'on s'est vu rappeler en 2022, c'est que pour nous, Européens en tout cas, qui sommes les premiers émergents, qui avons brûlé à peu près tout ce qu'on peut brûler dans notre sous-sol et qui aurait pu nous offrir des garanties, eh bien, on est extrêmement fragile dans un monde qui devient dominé par des guerres énergétiques, de la violence ou à minima de l'intimidation dans ces domaines. Et donc, on s'est aperçu, et pas mal de think tanks notamment, se sont mis à faire circuler des chiffres pour expliquer voilà, ce qu'on avait gagné au cours de ces dernières années en ayant développé plus rapidement l'éolien et le photovoltaïque. On s'est aperçu qu'on aurait dû payer plus encore là, dans les 670 milliards que j'évoquais un peu plus haut si on avait été moins décarboné. Et donc on s'est convaincu que l'objectif, qui n'est pas simplement l'objectif d'être à net zéro, c'est-à-dire à la neutralité carbone en 2050, était pertinent, mais que l'objectif à court terme de 2030, qui est le Fit for 55, donc de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, c'était un objectif commun cohérent. Sauf que, comme dans le même temps, on avait cramé 670 milliards d'argent public et qu'on s'est retrouvé avec des économies particulièrement fragilisées, il y a cette forme de contradiction dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, et notamment nous Français, entre les objectifs à moyen terme, mais la nécessité de gérer, de sortir de tensions socio-économiques à court terme qui sont très, très violentes. C'est-à-dire la volonté d'amortir le choc, qui est compréhensible pour des préoccupations sociales très évidentes, a un peu retardé la prise de conscience et, disons, la conversion énergétique que ça aurait pu être l'occasion de faire. Oui, je donne un exemple que j'aime bien, qui est un calcul de coin de table très simple. Si on prend simplement une des dimensions, et qui est encore au cœur des discussions à l'heure actuelle, de ce qui a été mis en œuvre en 2022, à savoir la ristourne à la pompe de 30 centimes pendant toute l'année. Puis on a gentiment demandé à M. Pouyanné de faire des efforts en plus. Mais en tout cas, ces 30 centimes, tel que c'est évalué par la Cour des comptes, ça a représenté 8 milliards au total. Avec ces 8 milliards, on aurait pu donner, ou on pourrait donner aujourd'hui, si on les avait encore, mais on ne les a plus, un véhicule électrique neuf de 30 000 euros à 260 000 soignants-soignantes, par exemple, qui sont dans l'obligation aujourd'hui, avec un prix de diesel qui s'est envolé, de sillonner, de rendre un service public de santé. Voilà ce qu'on aurait pu faire. Donc, alors évidemment, il a fallu intervenir dans l'urgence et éviter que nos sociétés s'effondrent, mais ça nous a rappelé nos fragilités, ça nous a rappelé que la seule manière d'en sortir structurellement, c'est de se décarboner. On peut pas, à nouveau, je me tourne vers la caméra et cette fois, je vais dessiner la carte du monde. Alors, on est sur un grand moment de télévision. Un grand moment de télévision. Donc, figurez-vous que à l'est, il y a la Russie de Vladimir Poutine. À l'ouest, il y a les États-Unis de Donald Trump. Et au sud-ouest de l'Europe, il y a le Moyen-Orient. Et ça forme un triangle au sein duquel au sud-est, oui, pardon. Ça forme un triangle au sein duquel se trouve l'Europe, et à l'intérieur de ce triangle, eh bien, vous avez 2/3 de la production de pétrole et de gaz. On ne peut plus commercer selon les lois du commerce avec la Russie. On ne peut probablement pas commercer uniquement selon les lois du commerce avec Donald Trump. Et puis, sans doute durablement, le Moyen-Orient ne délivrera pas autant de pétrole et de gaz. Voilà. Et nous, on est au milieu. Et donc, si on veut espérer, dans ce cadre, avoir des systèmes énergétiques, et puis au-delà de ça, des sociétés qui soient fonctionnelles sur la base du fossile, et puis avec des outils classiques de gestion des risques, qui auparavant étaient de dire on va se diversifier.
Bon, c'est compliqué de se diversifier au sein de ce triangle des Bermudes. On va faire des contrats de long terme. Bon, c'est compliqué d'en faire avec Donald, par exemple, qui lui a tendance à mélanger du gaz avec des tarifs douaniers. Et puis peut-être que la tentation qu'il pourrait avoir dans les temps prochains, c'est de se dire « attention, les prix du gaz sont en train de monter aux États-Unis. Une bonne manière de les contenir, ces prix du gaz, avant les mi-termes, ce serait d'exporter moins de gaz. » Voilà, ça peut être un des scénarios. Mais ça, on en reparlera parce qu'il y a un léger scepticisme là-dessus, parce que ça implique de débrancher le marché américain du marché des prix des hydrocarbures mondiaux, ce qui est pas si facile que ça, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les prix à la pompe aux États-Unis, ils sont fixés par le prix du baril partout dans le monde, et que on n'est plus des isolats, et du coup, c'est pas très facile. Alors, on n'est plus des isolats, ça je vous le confirme, et c'est ce qui fragilise à la fois les États-Unis globalement et singulièrement l'administration Trump. Mais il peut y avoir des outils qui soient des outils de réduction du volume d'exportation. Et ça, du côté américain, ça pourrait se décider d'un claquement de doigts, puisque l'un d'entre eux a le pouvoir de décider à peu près tout et son contraire d'un claquement de doigts. En tout cas, il me semble que, très, très prosaïquement, il y a un risque pays avec les États-Unis à importer des ressources, quelle qu'en soit la nature, et notamment des ressources aussi sensibles des États-Unis. Ça peut être l'euphémisme de l'année. Il y a un risque pays avec les États-Unis en ce moment. Oui, ça s'appelle, d'autres auraient pu qualifier ça de pudeur de gazelle. C'est exactement. Mais simplement, pour dire, il y a aussi pas un angle mort, mais une donnée supplémentaire au problème, que la décarbonation n'est pas sans dépendance, puisque vous l'avez dit, mais la Chine devient un géant des énergies décarbonées. Alors, il y a les terres rares, et puis, d'une manière générale, il y a le photovoltaïque, enfin, tout, en fait. Quand on veut décarboner un truc, on l'importe de Chine. Alors, ça va encore aujourd'hui, parce que ils sont à peu près polis avec nous en ce moment, ce qui n'a pas... Enfin, il y a des hauts et il y a des bas. Mais le fait est que ça n'est pas sans dépendance, et on peut pas... C'est pas comme s'il y avait une version... Ils ont une voie autotélique de la décarbonation en prenant sur soi et en faisant des efforts soi-même. Décarboner, ça implique d'importer énormément de choses de Chine, ce qui implique de donner à la Chine encore plus de leviers sur nous qu'elle n'en a, ce qui, par ailleurs, a des effets un peu paradoxaux sur notre industrie, comme les Allemands le voient assez bien avec l'industrie automobile en ce moment. Voilà, c'est pas... Ça n'est pas qu'une voie de pure vertu de décarboner, parce que c'est un vrai risque et c'est une vraie dépendance vis-à-vis de la Chine, en tout cas dans la configuration actuelle, quoi. Oui, moi dans un podcast qui s'appelle Le Collimateur et dans lequel je vois autour de moi beaucoup d'ouvrages militaires et dont je suis par ailleurs un auditeur très fidèle, donc j'ai bien compris que il faut élargir l'horizon des risques et moi, à cet égard, ma perception, elle est tout à fait claire. Enfin, pour moi, la dépendance aux énergies fossiles, c'est l'enfer. Le passage vers les énergies décarbonées, c'est pas le chemin vers le paradis. Ça va être plus compliqué. Il y aura un minimum entre les deux, une sorte de purgatoire dans lequel nous allons nous retrouver, dans lequel nous nous retrouvons de fait d'ores et déjà. Mais il y a quand même un ou deux éléments qui sont purement factuels et liés à la nature même de ces filières qu'il faut avoir à l'esprit. Quelles que soient les misères que pourraient nous faire nos fournisseurs de terres rares, de minerais critiques à l'avenir, etc., il n'y a aucun scénario dans lequel l'économie risque d'être à l'arrêt, au sens propre du terme, ce n'est pas une vue de l'esprit, au bout de 3 mois. Alors que la dépendance à l'égard des fossiles, c'est le type de menace auquel nous pourrions avoir à faire face. Nous, en France et plus globalement en Europe, nous sommes membres de l'Agence internationale de l'énergie, et donc nous avons comme obligation d'avoir des stocks d'importation qui représentent l'équivalent d'au moins 3 mois de volume d'importation. Ça veut dire que si on devait, c'est pas le scénario vers lequel on s'oriente, mais enfin, considérons néanmoins cette perspective, si on devait aller au bout de ces stocks, l'économie s'arrête. Voilà, très concrètement. Et il n'y a aucun scénario dans lequel il y a des menaces aussi intensives, aussi effrayantes et à un aussi court terme en matière de minerais. Parce que d'un côté, finalement, et ce qu'il faut simplement retenir, c'est que lorsqu'on importe du pétrole et du gaz, on le brûle. Lorsqu'on importe des panneaux photovoltaïques, on les pose quelque part, ça se connecte quelque part et c'est censé fonctionner plusieurs décennies. Donc c'est pas exactement le même type de dépendance. Il n'en reste pas moins, et vous avez tout à fait raison, qu'évidemment il faut considérer ces risques de deux manières. Donc premièrement, voilà l'interruption de livraison ou la manière dont ça peut conduire à exercer une pression sur l'Europe.
Voilà, évidemment, et les Européens ont quelques idées dans ce domaine, mais de toute évidence, on ne va pas devenir un grand continent minier et extraire tout ce qu'il nous faudra du sous-sol. Donc ça, c'est le premier risque à considérer. Parce que peut-être on peut rappeler que on appelle ça parfois les terres rares, etc. Elles sont absolument pas rares, c'est simplement qu'elles sont extrêmement polluantes à produire et à raffiner, et que les Chinois tolèrent ça et même embrassent ce chemin. C'est pas du tout des niveaux de pollution qu'en tant qu'Européens on est prêt à accepter. Voilà, ça fera partie des difficultés. Et la difficulté plus globalement, c'est qu'on a laissé, je ne sais pas très bien si on a laissé les mines au 19e et au 20e siècle, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas une projection des Européens et de nous-mêmes Français dans cette direction. Le deuxième risque, et vous l'avez évoqué à propos de l'automobile ou de l'Allemagne, évidemment, il est industriel. Et on ne peut pas considérer, même si ça pourrait être une manière de se mettre à l'abri en matière de fossiles, que d'importer massivement des millions de véhicules de Chine, c'est la solution qui est soutenable. Parce que si on fait ça, évidemment, les sociétés économiquement s'effondrent. Et donc, on est ramené à un autre type de chaos. C'est un truc, moi, c'est une expérience très paradoxale de tous les jours. On les voit arriver dans les rues de Paris, en l'occurrence. On voit donc les BYD, qui est une marque chinoise. On les voit remplacer, enfin pas remplacer, cohabiter avec les Tesla qui sont aussi produites en Chine. Mais enfin, on voit ce mouvement au quotidien, parce que c'est des, me dit-on, super voitures et pas très chères par rapport à ce qu'elles sont. On voit ce mouvement entre les incentives du consommateur d'avoir quelque chose effectivement résilient, pas cher, de bonne qualité, et le fait que si ça ravage Peugeot Citroën, sur le long terme, ça va quand même être un problème assez structurant, quoi. Oui. Et ça, on l'a vécu à d'autres moments. Une histoire qui ressemble exactement à celle-là, c'est à la fin des années 70, au début des années 80, avec l'industrie, cette fois japonaise, de l'automobile, des véhicules pas chers, plutôt robustes, et voilà. Alors les choses ont fini par se lisser, il y a eu un rattrapage, il y a une partie de la production qui se fait en Europe et c'est probablement le scénario vers lequel on va. Mais disons qu'en l'espèce, il y a un double danger. Il y a un premier danger, qui est cette forme d'invasion de produits extrêmement efficace, il faut bien le dire, pas cher et qui fonctionne plutôt bien pour ce qu'on peut en savoir. Et le fait que par ailleurs, on n'a pas simplement des véhicules nouveaux qui entrent d'ailleurs, on a des véhicules, on a une obligation d'opérer également une transition du thermique vers l'électrique en Europe. Donc avec des savoir-faire qui sont différents, avec une expertise humaine qui est différente, avec un nombre d'humains dans des usines ou dans des écosystèmes, si on va jusqu'aux réparations de ces véhicules et aux garages du coin, qui ne sont pas exactement les mêmes ni en qualité ni en volume. Et donc c'est évidemment un des enjeux de cette transition. Avec, on peut tout de suite faire une incise là-dessus, peut-être, ça n'est pas sans vulnérabilité non plus, l'électrique. C'est-à-dire, c'est difficile de savoir si le plus sécure, c'est une voiture électrique ou une voiture thermique. Parce que, c'est-à-dire, la voiture électrique est plus dépendante d'une infrastructure potentiellement plus sensible, c'est-à-dire ça dépend du grid électrique, de l'efficacité des bornes de recharge, etc. Vous avez une voiture thermique, vous avez du gasoil, enfin vous avez de l'essence que vous pouvez stocker pendant des années parfaitement dans des bidons. Et ça a une certaine forme de résilience et d'efficacité, mais spécialement quand on est dans des scénarios du pire. C'est Mad Max, c'est la collapsologie, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a un côté... la bagnole thermique, certes, c'est ça va devenir beaucoup plus cher, c'est pas du tout le sens de l'avenir, mais si on pense vraiment que tout se casse la gueule, ça a une sorte de simplicité et de résilience que le thermique, l'électrique a plus difficilement. Le thermique marche mieux dans un monde où tout va bien, mais la question c'est est-ce que le monde va bien, un peu. Oui, alors donc en fait le cheminement du raisonnement, ça doit être de se demander comment est-ce qu'on fait pour éviter que tout aille mal. Et moi, en tout cas, ma conviction à la fois d'économiste et une conviction citoyenne également, c'est que la décarbonation est en tout cas pour nous Européens, qui, rappelons-le, sommes extrêmement dépendants, le fait de migrer vers des technologies décarbonées, c'est un facteur d'assurance pour nous. Et qui par ailleurs, il y a d'autres effets positifs qui vont être ancrés dans nos sociétés. Moi, je lisais il y a quelque temps, ça m'a frappé ce chiffre, donc je vous le partage, une note du Trésor, parue en février. Le Trésor, ça impressionne, c'est pas une ONG, etc.
hein. Enfin, j'ai beaucoup de sympathie pour les ONG, mais tout ça pour dire que lorsque le Trésor nous dit que la pollution de l'air en France, ça coûte 140 milliards par an, 140 milliards par an, eh bien, ça veut dire qu'il y a une partie des bénéfices qui vont être ceux d'une transition vers les technologies décarbonées, notamment la mobilité électrique, qui vont permettre de réduire ces coûts. Et ces coûts, ils ne s'envolent pas dans le lointain. C'est des coûts vraiment qui sont ancrés dans les métropoles, qui ont un impact sur la productivité des entreprises. Les gens sont malades, ils vont moins au boulot, sur la productivité agricole. Donc, par rapport à votre question, Alexandre, qui est de dire, bon, évidemment... C'était la question Mad Max. Voilà, la question Mad Max. Dans un univers Mad Max, je suis d'accord avec vous, il vaut peut-être mieux pouvoir stocker quelques mètres cubes de... Je ne dirais pas que c'était une imposition parfaitement sincère. Mais non, mais qui conduit à... Enfin, c'est évidemment une perspective qu'il faut considérer. Mais en considérant qu'en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne Européens, évidemment, il faut veiller à la résilience des infrastructures électriques, puisqu'on va vers un monde plus électrique. Et on peut en voir la fragilité. En Ukraine, voilà, la première cible, alors non pas dès février ou mars 2022, parce que dans un premier temps, les Russes souhaitaient mettre la main sur l'Ukraine, donc ils ont évité de tout détruire, mais à partir de l'automne 2022, ils se sont mis à essayer de tout détruire. Et dans l'état actuel des choses, il est assez probable que 30 à 40% de la capacité de production électrique de l'Ukraine est à bas dans une guerre, voilà, qui est une guerre des infrastructures. Ce qui est très intéressant... parce que c'est donc les infrastructures énergétiques comme cible, et on s'aperçoit de plein de choses extrêmement, moi qui me captive beaucoup, notamment la très grande résilience. Enfin, je sais pas, moi je vois un transformateur électrique en passant au bord de la route, je me dis, bon bah ça, si ça prend un missile balistique sur la tête, il y a un paquet de gens qui vont être à la bougie pendant un certain temps. Et en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire, en fait, et c'est vrai aussi en sens inverse pour... les frappes ukrainiennes sur les terminaux pétroliers, les trucs de raffinage, etc. C'est-à-dire, c'est des infrastructures qui sont, en fait, c'est pas qu'elles sont solides, mais c'est qu'en gros, il y a quand même, alors je sais pas si c'est un savoir-faire spécifique qui se développe ou qui se réapparaît, mais de maintien, de réparation, de bypass, de redondance, etc. Il y a une sorte de durcification, enfin de création de redondance dans ces infrastructures énergétiques que je trouve assez captivante parce que c'est très fragile et en même temps, fonctionnellement, même quand on est dans une guerre de haute intensité avec beaucoup de moyens, comme c'est le cas pour la Russie, ça peut tenir longtemps, quoi. Oui, parce que c'est développé une économie de guerre de la réparation avec beaucoup de groupes électrogènes, par exemple. Et donc l'idée, c'est qu'il y a... Ce qui n'est pas incroyable pour la décarbonation, par ailleurs. Non, ce qui n'est pas incroyable, ce qui, dans d'autres environnements, peut gérer aussi, cette fois avec des modes de production plus décentralisés, notamment des renouvelables combinés à du stockage. Donc à l'avenir, la résilience, elle pourrait s'organiser de cette manière. Mais de fait, oui, il y a eu des formes d'adaptation très rapidement. Et en écoutant votre podcast, j'ai compris par ailleurs à quel point les Ukrainiens avaient été très, très ingénieux, plus que ça, en matière militaire. Et bien, on a observé le même genre de choses en matière énergétique. Il y a eu également une connexion au réseau européen. Donc, les Européens fournissent de l'électricité à l'Ukraine, donc c'est un point de solidarité qui est extrêmement important. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, il est très difficile de s'enflammer parce que, au quotidien, c'est quand même des sociétés qui, à la fois, ne se sont pas effondrées, mais dont le quotidien ne fait pas envie et qui sont très, très largement dégradées dans leur fonctionnement, et y compris, et a fortiori, durant l'hiver, parce que parmi les cibles, il y a eu les réseaux de chaleur urbaine, avec les conséquences qu'on peut imaginer durant les hivers ukrainiens. Donc les réseaux de chaleur urbaine, juste pour être clair, c'est quelque chose, c'est de la chaleur qui est produite de manière centralisée, voilà, et on envoie de l'eau. Voilà. En gros, au lieu que ce soit votre chaudière chez vous qui fasse de l'eau chaude et qui passe dans les radiateurs, c'est fait de manière centralisée à l'échelle urbaine. Voilà, à Paris, nous avons le plus grand réseau européen, la CPCU, qui distribue une partie de la chaleur. Mais alors dans les bâtiments publics, assez peu dans les bâtiments privés. Dans des bâtiments privés également, mais pour l'essentiel, oui, des bâtiments publics. Ce qui est intéressant, parce qu'on a l'impression que c'est à la fois le passé et l'avenir, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est une sorte de truc qui est relativement très efficace, parce que ça permettrait de décarboner ça de manière centralisée, donc d'aller beaucoup plus vite que de supprimer les chaudières une à une.
Et en même temps, donc on en a le plus grand en Europe, et en même temps, c'est pas assez pour remplacer les équipements individuels, quoi. Non, en revanche, c'est un point d'intérêt. Ce sont des réseaux qui se décarbonent également parce que, au lieu d'utiliser du gaz ou antérieurement du charbon ou du fioul, on peut valoriser des déchets. On va pouvoir récupérer à l'avenir ce qui se fait beaucoup dans le nord de l'Europe, par exemple, de la chaleur fatale des data centers. Ou de la géothermie par ailleurs. Donc c'est en première analyse, évidemment, ce sont des réseaux qui viennent pour certains du passé lointain, mais qui ont un bel avenir, je pense. Alors maintenant, on arrive aux États-Unis et à Trump 2 et à cette phase actuelle. Et Trump 2, alors vous avez écrit, notamment dans la Revue de l'énergie, un papier très intéressant là-dessus sur, appelons ça la doctrinalisation de la posture énergétique trumpienne. Enfin, en gros, on a l'impression que c'est mieux foutu que le premier terme, comme pour plein de choses, essentiellement pour le pire, mais que le premier, il y avait Drill Baby Drill, etc. Bon, ok, il y avait tout le folklore que quelqu'un comme Miko Mered appellerait pétromasculiniste, c'est-à-dire cette convergence entre les industries extractives et des sphères... Bon, bref, on n'est pas obligé de reprendre le terme à son compte, mais c'est intéressant, c'est un concept intéressant néanmoins pour décrire la galaxie trumpienne. Donc on avait l'impression que c'était le folklore dans le premier terme, et là, à vous lire, on a l'impression que c'est autre chose. Là, il y a alors, c'est pas forcément extrêmement clairvoyant à très longue vue, mais en tout cas qu'il y a un truc plus structuré, plus doctrinalement mis en place, et même plus mis en place d'un point de vue étatique et d'un point de vue industriel à l'échelle des États-Unis. Donc en gros, c'est quoi la relation de cette administration Trump 2 à l'énergie ? Alors, cette relation, elle est très claire et affirmée, moins confuse, même si à mes yeux elle est très fragile, mais en tout cas moins confuse que ça n'était le cas durant le mandat de Trump numéro 1. Le 14 février 2025, qui était le jour de la Saint-Valentin, donc on aurait pu imaginer qu'il offre des fleurs à Melania, mais non, il a mis sur pied un Conseil national de la domination énergétique. Je traduis chaque terme littéralement. Et alors ce conseil, il est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait imaginer qu'évidemment derrière tout ça, on a des énergéticiens avec différents types de compétences, plutôt provenant évidemment du monde pétrolier ou du monde pétrolier/nucléaire, qui sont les deux centres d'intérêt de Trump. Mais en fait, on a le secrétaire à l'énergie, certes, mais le secrétaire à la défense et à la sécurité intérieure, et puis on a des tas de militaires, grosso modo. Et donc, c'est un outil qui est un outil vraiment dédié à la domination. Encore une fois, c'est écrit sur la boîte, donc de ce point de vue, c'est clair. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, assez rapidement, on s'aperçoit que ce plan, s'il a le mérite, en tout cas, de nous envoyer à nous, Européens, et au monde, par ailleurs, un message qui est plus clair qu'auparavant, il est brinque-ballant comme à peu près tout ce qu'a fait cette administration avec une dimension économique. Alors pourquoi est-ce qu'il est brinque-ballant ? Parce que derrière tout ça, il y avait non pas le pari, mais la volonté très clairement affirmée du côté de Trump de dire qu'à la différence de Biden, qui avait été le pire président des États-Unis depuis le Big Bang, et qui avait été incapable de maîtriser l'inflation et même de maîtriser le prix des œufs, etc., etc. On sait à quel point ça avait compté durant la campagne, que lui allait non seulement maîtriser l'inflation, mais allait diviser par deux en une année l'ensemble des prix énergétiques. Diviser par deux en une année l'ensemble des prix énergétiques, et que ça allait être d'autant plus facile que nous sommes, si je puis dire, les leaders, les dominants en matière énergétique. Et en fait, ce qu'on observe depuis le début de ce deuxième mandat ressemble absolument pas à ça. J'ai été aux États-Unis il y a quelques mois, notamment pour essayer de regarder toutes ces affaires d'un peu plus près. Et ce qu'on a observé en 2025, c'est que le prix du gaz a monté. Il n'a pas été divisé par deux, il a monté. Alors il a monté pour différentes raisons, notamment parce que plus on va exporter du gaz, plus, système de vase communicant, plus le prix interne va avoir tendance à augmenter. Le prix il a monté aussi parce qu'il y a une demande d'électricité sous la pression de l'IA
qui monte en flèche. On le voit dans nos usages au quotidien. Donc ça se retrouve quelque part dans des data centers. Et donc ça a tiré le prix de l'électricité vers le haut très fortement. Le prix du gaz qui sert à produire l'électricité également. Donc tout ça est assez mélangé. Et donc le bilan de l'année 2025, c'est que électricité, gaz avait monté à certains endroits où il y a une forte concentration de data centers. Si vous êtes les voisins de ces data centers, vous le sentez passer dans vos factures. Donc tout ça n'était pas terrible. Avec certains data centers, enfin c'est un truc de... On en avait fait beaucoup sur Elon Musk qui construisait des data centers pour Grok, pour son IA. C'est des turbines à gaz, quoi. Enfin, c'est-à-dire quand ils veulent faire un truc à peu près autonome de manière énergétique, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'avoir des turbines à gaz. À court terme, oui. Et a fortiori, si tout ça se fait dans une économie dont le président a considéré que les éoliennes offshore en particulier n'avaient pas lieu d'être et se privent d'une capacité de production potentielle. Ça, on peut signaler que c'est une affaire récente de Total Energy qui devait installer notamment des éoliennes offshore et qui, je ne sais plus s'il y a eu une transaction, etc. Enfin bon, il réoriente ses investissements d'1 milliard, je crois. Alors, il y a eu des cas plus spectaculaires, c'est-à-dire d'investissements qui étaient bien plus avancés. Schématiquement, il suffisait de brancher... de faire le plug and play des éoliennes, j'exagère à peine, de telle manière à les connecter au réseau. Donc dans cet environnement dans lequel... Ça a été débranché, les éoliennes sont là, ça n'a pas été branché. Alors les motifs qui ont été énoncés étaient des motifs relevant de la sécurité nationale, ce genre de choses qui sont pour le moins fragiles, on va le dire comme ça. Mais... ce qui est intéressant, donc, c'est que le bilan 2025, c'est un bilan de mise en tension du gaz et de l'électricité. Donc, par rapport à l'électorat, notamment à la base MAGA, c'est quand même pas terrible. Et l'autre élément qui s'est invité à partir du début 2026, c'est la montée du prix à la pompe. Le prix à la pompe, quand j'étais aux États-Unis en janvier, était à 2,90. Il est monté à plus de 4 aujourd'hui. Alors qu'encore une fois, la promesse, c'était de le ramener à 2. Et là, Trump, ces jours derniers, a commencé à préparer son électorat en disant que ça va durer jusqu'aux midterms et que ça va continuer à monter peut-être. Et il y aura un effet qui ira se propager sans doute jusqu'en 2027. Et donc, juste pour terminer sur ce point... Le côté extrêmement bancal de cette domination, c'est que si j'essaie de me mettre à la place, c'est un peu difficile, mais d'un électeur ordinaire de Trump, c'est de dire à quoi ça peut bien servir d'être dominant si on paye toutes nos énergies plus chères. Et à date, c'est vraiment le bilan. J'ai juste envie de faire une incise sur un truc dont on parle pas beaucoup, enfin en tout cas pas assez, mais c'est de la place du nucléaire, qui est absolument... centrale. Je ne vais pas refaire pour la France, l'Europe, l'Allemagne qui sort, qui va peut-être y revenir un jour. Nous on a eu une baisse de production au mauvais moment, mais bon, là, il y a un énorme plan qui est lancé. Mais pour des pays où on parle moins de ça, c'est-à-dire notamment les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, on se souvient peut-être de la catastrophe de Three Mile Island qui a joué sur l'image du nucléaire quand même aux États-Unis assez durablement. Comment dire, quelle place est-ce que ça a dans ces deux pays qui ont énormément de besoins, qui sont largement carbonés encore, mais bon, est-ce qu'ils s'en servent comme un levier de décarbonation ou de résilience de la même manière que nous, que sont donc les États-Unis et la Chine ? Alors, ça joue une place extrêmement importante, mais qui est bien plus marginale que ça n'est le cas chez nous. Chez nous, l'électricité d'origine nucléaire, c'est à peu près 70% de notre production d'électricité. On a la chance globalement d'avoir une électricité en France, oui, extraordinairement décarbonée. Si on ajoute à cela notamment l'hydroélectricité, les renouvelables type éolien et photovoltaïque. Donc aux États-Unis, il y a cette histoire que vous avez réévoquée du nucléaire. En Chine également. Il y a plus d'EPR fonctionnels, donc de ces nouveaux réacteurs en Chine que chez nous en Europe, c'est l'évidence. Et puis il y a une dynamique qui est une dynamique assez élevée. Maintenant, les besoins sont des besoins tellement considérables que ça pèse beaucoup moins que chez nous dans les systèmes électriques. Mais en tout cas, du côté de cette administration américaine, il y a une volonté de pousser plus encore que ça n'était le cas sous Biden, la renaissance, un nouveau cycle d'investissement dans le nucléaire, et notamment avec des petits réacteurs nucléaires dits SMR, Small and Modular Reactors, qui peuvent avoir différents types
d'utilisation, y compris dans le militaire d'ailleurs, pour la propulsion, et qui peuvent avoir donc des usages industriels. Ça intéresse beaucoup les GAFAM parce que couplé à l'intérieur d'un hub de data center, ça peut permettre de résoudre une bonne part des problématiques électriques localement. Alors si ce n'est que c'est pas mature, il y a des annonces, il y a beaucoup de startups qui sont plus ou moins avancées dans ces domaines, donc on est toujours à quelques années que ça puisse démarrer. Pour l'instant, il n'y a pas de maturité qui permet d'imaginer la place que ça jouera clairement en 2040. Juste, on peut mentionner, c'est un point intéressant pour observer la divergence entre les États-Unis et la Chine. Les deux veulent reconstruire du nucléaire depuis quelques années. C'est notamment un excellent ouvrage de Dan Wang que je recommande qui s'appelle Breakneck, où il plein de choses, mais il a cette théorie très intéressante que les États-Unis sont devenus un pays d'avocats où on ne peut rien construire, tandis que la Chine est un pays d'ingénieurs où on construit très facilement. Et simplement, si on regarde, il y a des chiffres assez vertigineux que je n'ai pas sous la main, mais sur la différence de rapidité pour construire des usines nucléaires aux États-Unis et en Chine, on mesure la différence de productivité et aussi d'envie de construire ça dans deux pays qui ont à peu près le même diagnostic, le même besoin et des moyens très forts pour investir. En fait, la rapidité chinoise est vertigineuse pour construire ce genre d'installation. Oui, et il y a une volonté claire du côté américain et qui est dans la boîte de la domination énergétique, qui est de réduire la durée de permitting dans tout domaine. Donc que ce soit pour extraire telle ou telle chose du sous-sol, par hypothèse en Alaska par exemple, ou pour essayer de développer des nouveaux projets nucléaires. Après, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait plus de temps de recours et de voies de recours aux États-Unis que ça n'est le cas en Chine, de toute évidence. Et donc on reste face à ce contraste. Après, même dans le meilleur des cas, s'il s'agit de développer du nouveau nucléaire, enfin avec ce qui reste au niveau des prototypes aujourd'hui, ces petits réacteurs nucléaires, de toute façon, la limitation pour l'heure, ça n'est pas le permitting, hein, c'est la maturation, la stabilisation des technologies et de telle manière à pouvoir leur donner un caractère industriel. Si on revient donc sur cette année 2026 dont on a commencé à parler, bon, évidemment, it opens with a bang, très littéralement. Donc ça s'ouvre avec une explosion qui est au Venezuela, dont on a encore du mal à percevoir aujourd'hui quelle était la motivation, c'est-à-dire la dimension extractiviste ou pas de ce renversement. Le Venezuela étant un très grand pays producteur de pétrole, mais avec des ressources qui ne sont pas si faciles à exploiter, qui sont moins faciles à exploiter qu'en Russie ou au Moyen-Orient. Et avec, donc une fois que la partie purement militaire a été terminée, il a été dit, mais où est-ce que ça en est, que les États-Unis récupéraient le brut vénézuélien et que, alors d'abord que les majors américaines allaient investir vertigineusement pour remettre à niveau l'industrie pétrolière vénézuélienne, mais aussi que les États-Unis allaient avoir ce truc-là en dépôt, que c'est eux qui allaient le commercialiser. Alors donc là, à date, 4 mois après, 5 mois après ça, c'est du récit trumpien pur jus, et on a commencé à apprendre à le décoder. Hein. C'est une seconde langue pour nous. Enfin, pour nous, collectivement. Alors, j'aime pas beaucoup le prof, je me passerai les cours. Mais... Donc tout ça pour dire que, et ce point est à peu près clair parce qu'il procède de la géologie, donc ce sont très probablement les premières réserves du monde, mais pour une partie très significative, peut-être 2/3 de ces réserves, il faut des prix du baril supérieurs à $90 ou $100 pour imaginer de les exploiter. Et alors, il faut des prix qui soient prévisibles de cette manière pour imaginer de mettre, c'est les ordres de grandeur, entre 100 et 200 milliards de dollars pour remettre à niveau cette industrie. Et c'est là qu'on tombe sur une contradiction. Il y a une version très complotiste de tout ça, assez évidente, de est-ce que Donald Trump n'est pas en train de foutre le feu au monde pour s'assurer des prix hauts sur la longue durée et assurer la rentabilité de cette dimension extractiviste qui lui plaît tant. Alors ça pourrait, c'est une série, donc il y a eu l'épisode 2025 et l'épisode 2026. Alors l'épisode 2026 pourrait ressembler à ça, tout à fait. Le problème, c'est que si on regarde
l'épisode 2025, c'est pas du tout ce qu'il a cherché à faire. Il est allé au Moyen-Orient, il est allé voir Ben Salman en lui disant « Je ne comprends pas que j'ai besoin de prix plus bas et je ne comprends pas que tu ne produises pas plus, etc. etc. » Et d'ailleurs, l'OPEP Plus a augmenté un peu sa production, ou plutôt a arrêté de la contraindre. Et d'ailleurs, les prix ont baissé. Les prix sont descendus à 60. Et la perspective pour 2026, c'était d'avoir des prix plutôt à ce niveau. Et à 60, c'est un stress extraordinaire sur l'ensemble de l'industrie dans ces domaines. Et ça peut non seulement pas permettre d'imaginer d'extraire à un moment ce pétrole vénézuélien, mais dans la plupart des endroits aux États-Unis, c'est pas le signal de prix qu'il faut pour le drill baby drill sur, je sais pas, en Alaska ou en offshore dans le Golfe dit désormais des Amériques. Voilà. Donc, en fait, Donald a fait deux promesses en même temps. C'est un peu, ça nous ramène à l'épisode récent sur le quantique, avec une particule qui peut être dans deux états. Eh bien, Donald Trump est quantique. Et donc, il a promis à sa base électorale un prix à la pompe qui allait tendre vers 2, contrairement à Biden, etc., etc. Et puis, il a promis aux investisseurs le drill baby drill, vous allez vous enrichir, venez forer, voilà. Mais pour avoir 2 $ à la pompe, il faut avoir un prix du baril à 50 et à ce moment-là, ça stresse les investissements à l'amont pour l'extraction. Pour faire le drill baby drill, il faut des prix à 80, ce qu'on aura sans doute dans les temps à venir et pour quelques temps peut-être. Mais on ne peut pas avoir les deux promesses. Là, on aimerait bien avoir des prix à 80 le baril en ce moment. On y est pas. Oui, tout à fait. Non, mais si ça rebaisse, ça pourrait se stabiliser à ce niveau-là. Voilà, il y aura sans doute un point d'accrochage à 80. Il va se passer pas mal de temps avant qu'on redescende à 60. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'on peut soit, et c'est le cas à l'heure actuelle, il y a des surprofits pour le moins aux États-Unis dans des tas d'endroits qui sont liés au niveau des prix. Mais à ce moment-là, on stresse la base électorale américaine et ça pourrait avoir des conséquences qui sont à peu près certaines sur le Congrès au moment où nous parlons et qui sont plausibles sur le Sénat parce que parmi les sièges de sénateurs qui sont à renouveler, il y a plus de sénateurs républicains et donc les républicains ont plus à perdre. Voilà. Donc voilà, particules dans 2 États en même temps. Et si on revient au Venezuela, ce qui était le début de la question, et donc là, dans l'année 2026, le Venezuela n'est exploitable qu'à une série de conditions, qui est une visibilité institutionnelle du côté américain, du côté vénézuélien. Ces conditions ne sont pas garanties, et puis qu'il y ait non seulement un prix suffisamment attractif, mais disons une visibilité sur l'avenir du pétrole. Et cette visibilité sur l'avenir du pétrole dans le contexte dans lequel nous sommes, et sans doute durablement, et ça va nous ramener à la Chine, elle est assez douteuse. Parce que ce qui est entrepris depuis le début de l'année, entre le Venezuela et puis par ailleurs Hormuz plus encore, c'est de nature quand même à faire monter le risque sur les importations de pétrole, de gaz, etc., et à rendre plus compétitives les solutions de décarbonation et notamment de mobilité électrique. Il est en train, ce faisant, de mettre la lumière sur l'intérêt de à peu près l'intégralité des filières qui sont maîtrisées par la Chine, et notamment la mobilité électrique. Et donc si la mobilité électrique se développe plus rapidement, ça veut dire qu'on va toucher le point haut du pic pétrolier, du pic de demande pétrolière, est sans doute plus haut que ce qu'on avait pu imaginer auparavant. Et juste, donc là, les majors américaines n'ont pas investi encore au Venezuela, c'est-à-dire la pénétration, disons, la manière de voir ce truc-là comme une guerre néocoloniale pour capter les ressources pétrolières vénézuéliennes, on y est fonctionnellement, c'est pas ce qui s'est passé depuis 4 mois, quoi. Non, parce que de toute façon, dans ces domaines, en 4 mois, il se passe à peu près rien, et parce que les conditions que j'ai évoquées sont, à l'évidence, loin d'être réunies pour que ce soit, d'un côté, la stabilité institutionnelle. Les majors que vous évoquiez se sont quand même fait taper plusieurs fois et exproprier du Venezuela. Donc voilà, il y a également là un risque pays qui est tout à fait clair. Qu'il puisse y avoir un certain nombre de bénéfices à court terme, c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'il y avait des flux qui allaient notamment vers la Chine et qui vont plutôt vers les raffineries américaines dans le golfe du Mexique. Ça, j'allais dire, c'est de bonne guerre, mais c'est de la rapine. Qui sont des raffineries qui, par ailleurs, sont intéressées par ça, parce que c'est des raffineries qui étaient plutôt dimensionnées pour exploiter ce type de pétrole, donc c'est intéressant.
mais c'est pas le jackpot que certains ont présenté, quoi. Non, parce que les niveaux de production sont inférieurs ou à peu près égaux à 1 million de barils par jour. Le potentiel, il était de 4 millions de barils, et le jackpot, avec toutes les guillemets d'usage, ce serait de le faire remonter très très haut. Ce qui va supposer de mettre sur la table un beau paquet de dizaines de milliards de dollars. Alors maintenant, on arrive évidemment à ce choc de la guerre dans le Golfe, de la guerre contre l'Iran. Comment dire ? En première approche, comment est-ce que vous appréhendez, disons, ce choc énergétique ? Donc il y a les prix du baril, les prix à la pompe, etc. Mais si on essaye d'élargir un peu, qu'est-ce que ça va faire au système d'une manière plus générale et sur les années qui viennent? Est-ce que c'est un désagrément passager et ça peut, Hormuz sera rouvert tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre? Voilà. Comment est-ce que ça risque de reconfigurer le système à votre sens? Oui. Moi, mon hypothèse, c'est que le détroit d'Ormuz va être rouvert, mais d'une autre manière. Parce que finalement, ce qui est parvenu à faire révéler Donald Trump, c'est que le problème avec l'Iran, c'est sans doute pas la bombe, qui était un début de guerre. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais celui-là a été plutôt évoqué avec une certaine constance. Parce qu'en fait, la vraie menace nucléaire des Iraniens, c'est le blocage du détroit d'Ormuz, qui était dans l'air depuis des décennies, qui avait fait l'objet de menaces de pression à différents moments. Mais ça ne s'était jamais opéré de manière aussi effective, aveuglante, bilatérale, que c'est le cas au moment où nous enregistrons, et sans doute encore pour quelque temps. Et donc cette menace, elle va perdurer. Elle va perdurer parce que, et je renvoie à un excellent épisode du collimateur sur les mines marines, pour comprendre à quel point il est facile de créer suffisamment d'incertitudes et de menaces dans ce détroit pour que tout s'arrête et que les navires deviennent inassurables et qu'on se retrouve dans une configuration peut-être pas aussi radicale que ce qu'on vit à l'heure actuelle, mais qui soit suffisamment préoccupante de telle manière à être un fait majeur dans le commerce mondial. Et ça va perdurer. Par ailleurs, signalons que c'est un jeu débile, mais c'est un jeu auquel plein d'autres peuvent jouer, c'est-à-dire là l'Iran peut y jouer, mais en vérité tous les pays du Golfe peuvent jouer à ce jeu débile-là si, par exemple, eux ont d'autres options pour exporter leur pétrole et qu'ils sentent que ça emmerderait prioritairement l'Iran. C'est-à-dire c'est le propre d'un choke point et d'un goulet d'étranglement et d'une vulnérabilité, c'est que on peut jouer dessus et comment dire, est-ce que c'est pas puisque de ce que j'en comprends depuis un mois, ce que les gens aiment bien, c'est la prévisibilité et l'assurance dans ces domaines-là. Ils aiment bien être sûrs de leur truc. Est-ce que c'est pas la sécurité et la prévisibilité et l'assurance qui est en train de décéder à grande vitesse? Exactement, parce que à la différence d'une menace non moins préoccupante, mais qui est d'une extraordinaire complexité, je parle évidemment du nucléaire militaire, ça suppose des tas de conditions de mise en œuvre. Enfin, je ne suis pas expert, donc je n'irai pas plus loin, mais il me semble que cette menace, si elle était avérée, serait un truc évidemment qu'il faudrait considérer avec une grande crainte, mais avec beaucoup de conditions pour y arriver. Alors que pour bloquer le détroit d'Ormuz, et c'est la démonstration qui a été faite, il suffit de 3 fois rien. Et le 3 fois rien va rester accessible à des tas d'acteurs de la région. Et si on regarde simplement l'Iran, je ne peux pas imaginer un scénario dans lequel on aurait l'avènement d'un régime qui soit suffisamment tourné vers la paix, le commerce international, le doux commerce, pour considérer qu'il n'y ait pas une menace qui puisse perdurer. Et même dans un scénario qui n'est pas totalement exclu, dans lequel, au terme de la trêve actuelle, des infrastructures civiles seraient frappées en Iran, et en imaginant que la société explose, il resterait suffisamment de gens
légitimement sans doute énervés au sein de cette société pour imaginer d'user de ce détroit sous forme de nuisance, sans parler de la mer Rouge par ailleurs, etc. Et ça, c'est parti pour durer. Et ce qui est intéressant, c'est que on se force à sortir, ça nous force à sortir d'une réflexion qui est la réflexion, appelons ça libérale, du doux commerce, en fait, ça ne se passe pas parce que personne n'y a intérêt. En tout cas, économiquement, c'est une évidence absolue que personne n'a intérêt à bloquer le détroit d'Ormuz. Tout le monde gagne de l'argent par l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et là, dans un certain sens, alors je l'ai dit, j'ai commencé l'épisode par là. C'est pas nouveau que les infrastructures énergétiques sont des points stratégiques et sont des leviers stratégiques. Mais là, on a l'impression, en tout cas à première vue, qu'on sort de ce monde où l'intérêt économique de prospérité, disons au sens plus large, est premier, et donc personne ne fait ce genre de truc parce que c'est con et que tout le monde y perd. Mais peut-être qu'on entre dans un monde où les intérêts stratégiques et la compétition stratégique, et que Donald Trump nous y a précipité plus rapidement, mais enfin on s'était déjà là, où la compétition stratégique joue plus que la prospérité et le gain global. On entre dans des jeux à somme nulle, voire des jeux à somme négative, c'est-à-dire plus on joue, plus tout le monde perd, quoi. Oui, a fortiori si on considère qu'il y a un deuxième problème qu'on va découvrir dans les temps à venir, dès lors que la circulation pourra un tant soit peu redémarrer, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures, d'équipements, donc des usines de liquéfaction de gaz au Qatar, des raffineries en Arabie Saoudite, au total à peu près 80 d'après le dénombrement qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie, qui ont été affectées à des degrés qui sont difficiles à établir dans l'état actuel des choses, mais enfin qui iront de quelques mois de remise en fonctionnement à quelques années, par exemple pour les 20% de capacité de liquéfaction qatari, pour lesquels il nous indique qu'il va leur falloir de 3 à 5 ans. Alors bon, il y a peut-être un peu de communication de guerre, mais en tout cas, même si tout ça a été un peu surévalué, ça ne va pas repartir à l'évidence du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle on évoquait précédemment les prix auxquels pourrait se situer le pétrole dans un scénario de remise en fonctionnement, en navigabilité du détroit. Ça ne redescendra pas à 60, qui était le prix antérieur. Vous pensez qu'on peut se passer d'Ormuz tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre? C'est-à-dire, c'est ce que les Saoudiens ont un peu tenté de faire, et Dieu merci, parce que aujourd'hui c'est un facteur de résilience, c'est donc le gazoduc qui traverse la péninsule pour aller jusqu'à Yanbu sur la mer Rouge. Est-ce que, si on acte le fait que, même sans Donald Trump, cet endroit-là va rester problématique d'une manière ou d'une autre, etc., est-ce que vous pensez que le système est capable de se reconfigurer pour amortir ce risque ? Alors le système dans un degré difficile à établir à l'heure actuelle, mais va devoir se reconfigurer. Je ne peux pas imaginer que sans crainte et sans surcoût très élevé, il y ait à nouveau 20 millions de barils quotidiennement qui passent par le détroit. Donc ça veut dire qu'à court terme, les solutions qui sont partiellement utilisées, qui sont les solutions de repli partiel à l'heure actuelle, notamment le gazoduc qui traverse d'est en ouest l'Arabie Saoudite, va sans doute être utilisé à plein à l'avenir, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça peut être une des conséquences. Mais enfin, cet oléoduc, il a quand même comme caractéristique d'arriver dans la mer Rouge, qui n'est pas non plus l'endroit le plus sécure, même si, voilà. C'est vrai. En même temps, c'est plus facile de se cogner à Al-Shabaab que l'armée iranienne, que les gardiens de la révolution. Pas de beaucoup, et puis il y a les outils de l'autre côté, c'est pas agréable non plus, mais ça reste des adversaires moins formidables que... Oui, alors je ne m'engagerai pas dans une discussion d'experts avec vous ce que je veux dire, sur ce point. Non, on l'a déjà fait. En mer Rouge, on l'a déjà fait fonctionnellement, aussi bien pour les outils que pour les Shabaab. Et du coup, ça a l'air moins difficile que ce truc. Les Iraniens, on ne sait même pas par quel bout prendre le problème. Voilà. Si ce n'est en faire un parking, faire de l'Iran un parking. Tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle, finalement, votre question, c'était qu'est-ce que va être le new normal, la nouvelle norme ensuite. C'est une norme dans laquelle, à l'intérieur de cette zone, là, c'est la géologie. Il y aura toujours de l'extraction de pétrole et de gaz, et assez massivement, mais la géographie va s'ajouter à la géologie et va faire qu'un risque durable va persister.
J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il s'estompe à un horizon. Voilà, vous me réinviterez, j'en serais très heureux. Donc c'est tout de même parti pour coûter plus cher. Voilà, c'est la réalité. Alors pour coûter plus cher également sur les engrais, sur l'hélium, sur les tas de choses dont on s'est mis à parler, qui sont un peu cachées derrière les barils et derrière les milliards de mètres cubes de gaz, mais qui sont des questions également tout à fait sérieuses. Et peut-être pour terminer donc, sur ce new normal, est-ce que, c'est une question impossible, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on va vers une sorte de déconnexion, enfin d'autarcification multiple du marché? Je veux dire, donc en 73, choc pétrolier, qu'est-ce qui s'est passé à la louche, c'est qu'on a créé des infrastructures mondiales d'échange du commerce, etc. On a essayé de faire un système très connecté, très résilient, qui permette de fournir de l'énergie à tout le monde. Si vous aviez de l'argent, vous pouviez acheter de l'énergie, donc vous pouviez vous développer avec les produits pétro-gaziers qui ont innervé toute la croissance mondiale depuis un demi-siècle. Est-ce que vous avez l'impression donc là, il y a des coups de boutoir énormes contre ce système qui a bon an mal an bien marché, avec tous ses défauts, l'économie mondiale s'est développée grâce à ça. Est-ce que vous avez l'impression que, comme un peu vous le disiez pour les États-Unis, qu'ils ont la tentation de se débrancher, que la Chine peut avoir la tentation de se débrancher de ce commerce complètement mondialisé, en tout cas d'avoir des approvisionnements plus ciblés, d'avoir une décarbonation, la France, l'Europe, d'avoir une décarbonation donc plus... En gros, est-ce que vous avez l'impression que le monde va commencer à se débrancher d'un point de vue énergétique, parce qu'on voit qu'être complètement branché, c'est aussi des vulnérabilités, c'est le discours de McCartney à Davos, c'est l'arsenalisation des dépendances. On pensait que c'était une force. S'il s'avère que cette interconnexion absolument planétaire est une vulnérabilité, est-ce que vous pensez qu'on est, en tout cas, en train de commencer à en sortir ? En tout cas, la différence, il y a des chocs qui sont, et le patron de l'AIE le dit, Fatih Birol, il fait le parallèle entre la crise actuelle et ce qui a été vécu dans les années 70. Il y aura à l'évidence un avant et un après. Il se trouve que l'après, dans les années 70, il a été assez largement de diversifier les approvisionnements. Le prix ayant monté, on s'est mis à extraire du pétrole de mer du Nord, par exemple, et donc on s'est mis à commercer dans des espaces dans lesquels il y avait un peu moins de risques, et la production non OPEP s'est développée. On consommait assez massivement du fuel pour produire l'électricité, on s'est mis à utiliser par exemple plus de gaz. Donc on a étendu la plage des hydrocarbures qui étaient mobilisables, et puis on a développé un peu ou intensivement du nucléaire dans les endroits où, dans certains pays, nous en sommes qui ont fait ce choix. Mais il se trouve que les choix étaient réduits, et les choix, pour répondre à ce choc, étaient circonscrits tout de même assez largement, à l'exception du nucléaire et de l'hydroélectricité, à faire des arbitrages dans la géographie des fossiles et entre les fossiles avec plus de gaz et un peu moins de pétrole. Aujourd'hui, le choix il est beaucoup plus large. Et c'est là qu'entre la Chine et nous-mêmes, on a beaucoup parlé de la Chine comme un acteur dominant en matière de produits et de services de décarbonation. Il n'a pas le monopole sur tout. Et nous sommes, nous, Européens, à la fois déterminés et condamnés. Donc ça tombe bien, les deux nous conduisent à aller dans la même direction, à aller vers le déploiement de produits et de services décarbonés. Pour des raisons qui sont des raisons, encore une fois, d'assurance collective, et pour éviter d'avoir à repayer les 670 milliards que j'évoquais, qui ont été un des coûts de la guerre en 2022. Donc ces choix, dès lors que ces choix sont plus larges et qu'on a une palette bien plus large que ça n'était le cas auparavant, ça nous ramène à la rationalité de Trump, qui veut réintroduire à la fois de la domination, mais de la domination très clairement vers le monde fossile. À l'évidence, il n'est pas en train de faire un cadeau au monde fossile et de le rendre aimable et d'avoir envie de se projeter dans un avenir indépendamment de toute considération environnementale, simplement sur la question du prix et de la sécurité d'approvisionnement. Donc ce risque, le risque pays qu'on évoquait pour les États-Unis ou le Venezuela ou certains pays du Moyen-Orient, il va y avoir un risque, un premium de risque sur les fossiles d'une manière plus générale. Alors, il faut faire attention, toutes les réponses ne vont pas être vertueuses et ne vont pas nous conduire à nous décarboner plus rapidement. À nouveau, au moment où on se parle, dans les pays qui, dans leur sous-sol, ont du charbon, le meilleur substitut au gaz pour produire l'électricité, à court terme, c'est du charbon. Et c'est ce qu'on voit dans les pays sous tension, notamment les plus fragiles économiquement, dans le sud-est asiatique en particulier.
Mais oui, on est également à un moment de rupture dans la globalisation, a fortiori compte tenu de la manière dont cette guerre ou ces guerres viennent prolonger la rupture sur les règles du commerce international. Donc on va vers du dur commerce plutôt que du doux commerce. C'est un des termes, et à ce moment-là, eh bien, tous les éléments dans ce commerce, notamment énergétique, qui offriront une sécurité, seront plus attractifs. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au choc de 2022, qui n'est pas si loin, lorsqu'on essaie de regarder un peu dans le détail ce qui est accessible, par exemple, on a beaucoup parlé de mobilité électrique, il y a plus d'offres, pas uniquement chinoises, plus de bornes de recharge, on est dans un système qui est plus mature dans ces domaines. Et pour moi qui suis conduit à passer pas mal de temps sur des plateaux de télé ces derniers temps, on voit passer les marronniers il y a 4 ans, c'était des gens à la pompe et leur émoi ou leur agacement très compréhensible. Aujourd'hui, on voit pour moitié cet agacement, et puis il y a des micro-trottoirs ou des caméras qui vont chez des ménages qui sont dans une banlieue pavillonnaire, qui ont un véhicule électrique qui n'a pas forcément coûté très cher, qui se recharge la nuit et qui expliquent à quel point ils dorment mieux la nuit que ça n'était le cas en 2022. Est-ce que vous pensez que c'est des coups de boutoir qui seront susceptibles de provoquer... C'est-à-dire à quel niveau de coup de boutoir on arriverait à de la sobriété et de la décroissance des besoins énergétiques? C'est le truc... c'est les trucs de Jean Covici qui sont assez courants, mais j'y pense de temps en temps, le truc de les voyages en avion. On va arriver vers un monde où on prendra l'avion peut-être une fois tous les 5 ans et encore. Et en même temps, c'est tellement pas le sens du système global. Tout le monde veut se développer, tout le monde veut gagner en prospérité, etc. Est-ce que, la réduction des besoins, l'austérité, la décroissance, etc., c'est une piste... pour les pays riches, même pas pour eux, ou pas du tout? Est-ce que ça vous paraît un truc, une perspective réaliste, et si oui, à quelle échelle? Moi, je vois en tout cas deux scénarios ou deux narratifs peut-être qui pourraient entrer en confrontation, en tout cas être dans le débat ou s'imposer à nous dans les temps à venir. Le premier, c'est celui de l'obligation absolue de le faire. Alors l'obligation absolue de le faire, c'est pas uniquement dans un scénario dans lequel on n'a plus de pétrole, c'est un scénario dans lequel tout ce bazar qui est mis dans l'économie mondiale, avec beaucoup de créativité, d'inventivité depuis 1 an et demi, conduisent à une crise telle qu'on l'a vécue en 2008. Je parle de la crise financière. Et alors bon, pour l'instant, les marchés financiers... suivent les déclarations trumpiennes et ont tendance à osciller, y compris à la hausse de manière assez spectaculaire, mais il n'y a pas de raison d'imaginer que le système économique mondial soit totalement immunisé par rapport aux folies que nous vivons depuis quelque temps, et notamment depuis à peu près 18 mois. Et donc à ce moment-là, eh bien... je l'appelle pas de mes voeux, mais on pourrait avoir des choses qui ressemblent à la sobriété telle qu'on l'a vécue dans les années 70, qui n'était pas uniquement liée au fait qu'on manquait de pétrole, mais également parce que notre économie se trouvait bouleversée avec une montée du chômage. Donc ça, c'est un premier scénario. Il y a un deuxième scénario qui est très éloigné de celui-là, mais qui peut conduire également à consommer moins d'énergie et à procéder différemment. C'est le scénario, vous en avez à l'évidence entendu parler, qui nous vient des États-Unis avec cette idée de nouvelle abondance et qui est notamment poussée par un bouquin dont un des co-auteurs est Ezra Klein du New York Times. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a suffisamment de technologies matures en matière de décarbonation, de telle manière à être, alors pas nécessairement plus sobre, mais en tout cas plus efficace, et à aller vers une société de prospérité, la prospérité étant par exemple plus de confort à la maison, dans un environnement dans lequel le climat ayant changé, il va falloir faire du cocooning dans des conditions dans lesquelles le stress externe sera plus marqué que ça n'avait été le cas auparavant. Et donc eux essaient d'irriguer de cette manière un discours démocrate en montrant qu'on n'est pas dans l'obligation d'un retour en arrière de telle manière à aller de l'avant. Enfin, la formule est un peu alambiquée, mais il me semble qu'on comprend à peu près l'idée. Donc d'un côté, il y a la
sobriété catastrophique. De l'autre côté, il y a une sorte d'efficacité et de transition heureuse. Et puis, bon, il y a un magma de scénarios intermédiaires qu'il est difficile de détailler. Mais de fait, à contrario, je ne peux surtout pas imaginer le monde que les Américains tentent de nous vendre de prospérité fossile. Ça n'existe tout simplement pas. Et notamment, à nouveau, avec un bilan d'étape aux États-Unis depuis presque 18 mois maintenant, c'est pas ce que vivent les Américains. Absolument pas. Merci beaucoup, Patrice Geoffron. Merci de l'invitation. Donc c'est à la fois un expert, j'espère, à peu près compétent de ces questions qui a été partagé ce moment avec vous, mais un auditeur fidèle surtout. C'est très aimable. Merci pour toutes les références à divers épisodes, notamment à Trump comme être quantique, qui est une piste que je pense qu'on pourrait développer pendant longtemps. Parce que il y a plein de théories intéressantes à élaborer. Je vais rappeler qu'on peut retrouver évidemment vos publications, notamment sur votre page sur le site de l'Université Paris-Dauphine. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur YouTube, où les commentaires se concentrent généralement sur Spotify, ou c'est sur les outils d'Apple Podcasts, les réseaux sociaux, les mails, etc. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.